si vous voulez dire. Alors, effectivement, pour rendre la présentation un peu plus visuelle, plus sympathique, j'ai préparé quelques PowerPoint, quelques slides, pour que ce soit plus facile à suivre. Alors, je vais commencer peut-être par une présentation. Moi, je suis aixois depuis 25 ans, je suis méridional, à la fois toulonnais et aixois, et aussi corse. Voilà, et j'ai quelques passions dans la vie, ma famille, mes enfants, mais évidemment aussi écrire, l'histoire en général, et puis ce plaisir d'aller rechercher des choses sur le passé pour pouvoir le transmettre. Voilà, donc je suis pas écrivain professionnel, j'ai un autre métier parallèle, donc une entreprise, mais par contre, une de mes passions, c'est vraiment l'écriture. Ça me permet d'évader, ça me permet de pouvoir m'enrichir et d'enrichir aussi les autres. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre, qui est le troisième, qui parle effectivement de Sartène en 1583, et puis on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse année-là. Ma présentation va être sur deux aspects, le côté d'abord historique, même si je ne suis pas historien, vous avez compris que j'étais passionné par l'histoire, donc je vais revenir effectivement sur l'histoire au XVIe siècle en Corse, mais également de l'autre côté de la Méditerranée à Alger, qui était partie à ce moment-là de l'Empire ottoman. Et puis ma deuxième partie, on parlera particulièrement du livre, si vous voulez bien. Alors on va parler un peu d'histoire, ça va peut-être vous rappeler certains cours quand vous étiez plus jeune, ou sinon vous avez une culture générale très développée sur l'histoire de la Corse. Alors peut-être se souvenir que la Corse, évidemment pendant longtemps, elle a été une occupation italienne, d'abord par la République de Pise, pendant à peu près 2 siècles, au XIe siècle et au XIIIe siècle, jusqu'au XIIIe siècle plutôt. Et à la suite d'une bataille contre la République de Pise et la République de Gênes, elle est devenue génoise. Et pendant 5 siècles, la Corse a été génoise avant évidemment d'être française au XVIIIe siècle. Donc on est bien en amont de ça. Voilà. Et donc il faut comprendre ça parce que quand on veut comprendre l'histoire de la Corse, on doit comprendre qu'elle a été longtemps une possession italienne. Et du coup, ça affirme beaucoup dans la personnalité, dans l'esprit corse, cette volonté de liberté, cette volonté d'indépendance, puisque forcément, pendant longtemps, elle est le joug de pays qui étaient des pays étrangers à la France. Alors, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est important de remettre un contexte. Au XVIe siècle, donc, la Corse est devenue génoise depuis quelques années, depuis quelques centaines d'années, et la Corse est gérée au début par les Génois, par ce qu'on appelle l'Office de Saint-Georges, vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui une banque d'affaires. C'est-à-dire une banque qui a pour objectif de gérer, d'administrer un territoire, les affaires courantes, la finance, la production, les récoltes. Et donc la République de Gênes avait effectivement nommé cette banque pour pouvoir gérer les affaires parce qu'ils se sont dit, bon, c'est quand même en face de la Méditerranée, c'est pas tout à fait à côté de Gênes, donc il faut vraiment une banque qui puisse vraiment avoir l'habitude de ça. Assez rapidement, cet office a compris qu'elle n'avait pas beaucoup d'intérêt financier à gérer la Corse. Pourquoi? Parce que la production n'était pas si grande que ça, les Corses en soi n'étaient pas si faciles à gérer que ça. Donc rapidement, l'Office Saint-Georges s'est un petit peu éloigné de la gestion de la Corse, et donc la République de Gênes, basée à Gênes, a souhaité reprendre le contrôle de la Corse, et donc a envoyé en Corse un gouverneur qui est basé à Bastia, dans le fort qu'on connaît encore à Bastia, si vous connaissez la ville, qui n'a pas changé, il a l'époque vraiment de la fin du Moyen-Âge. Et donc ce gouverneur, ensuite, évidemment, il gouvernait l'ensemble de la Corse. À l'époque, la Corse était organisée avec des pièves qui correspondent à peu près à des cantons. Il y en avait 90. Tout ça est l'héritage de Pise, où Pise finalement a fait un gros travail d'administration, de géolocalisation des différents territoires de la Corse. Et donc Gênes, évidemment, a profité de cette administration-là. Voilà comment est organisée la Corse, donc un gouverneur central qui finalement a beaucoup de pouvoir sur la Corse, un peu de pouvoir de vie et de mort, puisqu'il a à la fois des pouvoirs juridiques, des pouvoirs financiers, des pouvoirs militaires. C'est lui qui peut lever une armée, c'est comme c'est lui qui peut lever des impôts. Voilà. Et donc du coup, ça forcément, les Corses n'ont pas trop apprécié, vous imaginez bien, puisque là, on a vraiment presque un despotisme à ce niveau-là. L'île, en XVIe siècle, on peut dire, est divisée en deux, un peu comme aujourd'hui les 2 départements finalement. Vous avez au nord, ou on va dire au nord-est, la région qu'on appelle Aux-Deux-Sadémons à l'époque. Je ne vous fais pas en corse, on va le faire en français. Et en fait, ça constitue, vous voyez, la partie, on va dire, est de la Corse, qui correspond aux villes qui sont vraiment très très bien gérées par Gênes, par la République centralisée de Gênes, avec des grandes villes riches, Calvi, Bastia, Saint-Florent,
Algolajala, etc. Et donc, vous avez évidemment une bonne connaissance du territoire, une grande possession des différents enjeux par les Génois sur cette partie-là. Et à l'inverse, vous avez sur la partie est de la Corse, on va dire est ou sud-est, le territoire qu'on appelle au-delà des monts, qui lui plutôt est réfractaire au pouvoir génois. C'est vraiment là encore des seigneurs qui occupent la place et qui veulent défendre leur autorité sur les différents villages ou les différentes régions. Et là, on est plutôt sur des régions plus pauvres, mais plus autonomistes et plus, en tout cas, opposées au pouvoir génois. Et donc vraiment, cette différence, elle est notable, et on va le voir après pourquoi. Elle est notable notamment par les richesses, mais aussi par l'état d'esprit de ces deux régions. Alors, les deux régions, du coup, elles sont différentes aussi par la capacité de se défendre. Mais assez rapidement, la partie donc est de la Corse, celle qui est donc la plus riche et celle qui est la mieux administrée par les Génois, va être l'objet d'attaques répétées par les différents Turcs et dans l'Empire ottoman et les attaques barbaresques. Et donc assez rapidement, les Génois, très soucieux de défendre son territoire et son littoral, va commencer à construire à partir de 1531 une série de tours. Si vous êtes allé en Corse, vous les voyez, ces tours, il y en a à peu près 80 à 90 qui sont encore sur pied. Et donc ils vont commencer sur le littoral, le Cap Corse et sur le littoral, on va dire, est, à construire ces tours pour défendre justement les intérêts génois des attaques barbaresques. Voilà. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les Génois ne veulent pas du tout donner des armes, de déléguer la défense aux Corses. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu un traumatisme quelques années avant, qui était un traumatisme d'une guerre civile menée par Sampiero Corse, que vous voyez là, qui était quelqu'un qui a voulu vraiment, on va dire, défendre les intérêts et rendre autonome la Corse. Et donc les Génois ont tout fait pour qu'effectivement les Corses ne soient privés de canons, soient privés d'arquebuses, soient privés d'épées, en voulant vraiment garder la mainmise sur toute la défense militaire. Donc les Génois ont dit, bon, écoutez, on va construire des tours pour défendre des Turcs, mais par contre, vous, les Corses, il est interdit que vous ayez des armes, sauf évidemment les seigneurs, qui avaient évidemment des droits de pouvoir porter l'arme. Alors, un rappel sur les tours génoises, ces fameuses tours génoises donc, créées à partir de 1531, vous les connaissez sans doute, mais on ne peut pas souvent les visiter parce que souvent, soit elles sont privées, soit elles sont très abîmées, soit on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mais grosso modo, la confection d'une tour génoise est à peu près identique à peu près partout, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Vous avez plusieurs niveaux. Le niveau d'en bas, qui est le socle de la tour, était l'endroit où se disposaient les réserves, à la fois les vivres, à la fois les munitions et la citerne d'eau. C'était évidemment l'endroit qui était le plus imposant et le socle de la tour. Vous avez ensuite sur le premier niveau qui permettait d'y aller par une échelle qui était, vous comprenez, qui pouvait s'enlever et pouvait se mettre en fonction du besoin de rentrer ou pas dans la tour. Donc vous avez la porte d'entrée et ensuite vous aviez la salle de repos, l'espace de vie pour les différents soldats. Voilà. Une fois de plus, vous avez bien compris que la tour était à peu près à 8 à 10 mètres de hauteur pour que justement une fois que les torreggioni étaient dans la tour, enlève l'échelle pour évidemment éviter qu'ils se fassent attaquer. Le deuxième niveau au-dessus était la salle des gardes, où on retrouvait évidemment l'ensemble des armes, l'ensemble effectivement des personnes qui étaient là pour surveiller. Puis enfin, vous avez une terrasse, et en fonction des tours en Corse, on peut encore aller sur des terrasses ou pas. Voilà, parfois il y avait même une petite échauguette sur les terrasses, mais pour se protéger. Mais en tout cas, la disposition à peu près des tours génoises est à peu près équivalente. Alors évidemment, les personnes qui étaient disposées sur les tours génoises avaient l'obligation de rester dans les tours génoises. Très clairement, les Génois leur disaient mais vous n'avez pas le droit de bouger de la tour parce que votre travail, c'est un travail d'alerte. C'est une mission très, très, très importante pour effectivement la sécurité de l'île. Après, il y a eu beaucoup d'anecdotes sur effectivement des gardiens de tour qui parfois de temps en temps s'en allaient parce qu'ils trouvaient le temps long. Voilà, et donc souvent ça fait l'objet de pas mal de petits procès, mais normalement les gardiens étaient censés rester dans les tours, et donc il y avait à peu près entre 3 et 10 gardiens par tour à peu près. Voilà. Et évidemment, vous l'avez compris, la disposition des tours faisait qu'elles permettaient de communiquer entre elles. Alors là encore, il y a eu beaucoup de systèmes différents pour communiquer. Parfois on parlait de signaux visuels comme le feu, la fumée, et parfois également des grands conques marines pour émettre des bruits. Voilà.
en fonction des endroits. Mais effectivement, si vous connaissez un peu la Corse, vous voyez que les tours sont forcément près du littoral, souvent vraiment sur les rochers qui touchent la mer, ou sinon un peu en hauteur sur les collines, pour avoir un point de vue extraordinaire et pouvoir donc communiquer entre elles, et aussi communiquer évidemment vers l'arrière-pays pour pouvoir annoncer une alerte éventuelle. Hein, ça avait comme objet surtout de pouvoir prévenir les attaques, et donc de prévenir les Corses ou les Génois, évidemment de prendre le maquis ou d'aller ou de s'éloigner pour éviter une attaque. Alors Sartène, au XVIe siècle, c'est un petit village. Aujourd'hui, c'est une sous-préfecture, hein, donc c'est plus un village, c'est une ville. Attention, si vous croisez un Sartenais, vous pouvez dire que c'est un village, c'est une ville, c'est une sous-préfecture, mais à l'époque, au XVIe siècle, c'est un petit village. Un petit village de 500-600 habitants. Mais ce qui est incroyable à l'époque, c'est que les villages corses, en tout cas les villages du sud, étaient très pauvres et surtout étaient constitués beaucoup de gens de l'agriculture, des bergers. Et donc finalement, on avait des habitations qui étaient vraiment très éclatées, hein, tout autour des villes. Et les Génois, quand ils sont arrivés évidemment en Corse, ils ont essayé de rassembler les différents Corses dans des villes, de les rassembler pour pouvoir mieux les surveiller, pour pouvoir mieux lever l'impôt, pour pouvoir mieux gérer effectivement tout éventuel conflit ou velléité d'indépendance. Et donc c'est les Génois les premiers qui ont essayé de demander aux Corses, ou d'imposer aux Corses, d'abandonner parfois leur maison de campagne, d'abandonner leur petite maison un peu partout dans les champs, pour pouvoir justement aller à la ville, pour pouvoir être mieux suivis. Voilà. Et donc Sartène au XVIe siècle, ça appartient à la province qui s'appelle Sartène, avec 4 autres pièves, qui étaient Carbine, Istria, Bidjan et Skopamene. Voilà. Et à sa tête de cette piève, il y avait un podestat. Le podestat, c'est l'autorité génoise, considérée peut-être comme un maire aujourd'hui, si vous voulez, qui avait donc autorité juridique, militaire, justice, sur l'ensemble de son canton. Voilà. Mais c'était un représentant génois qui était nommé pour 2 ans, puisque là, pour le coup, les Génois avaient anticipé éventuellement ce qu'il peut y avoir parfois dans des dérives administratives. C'est une forme de collusion avec la population, et donc il y avait beaucoup de changements de poste tous les 2 ans à peu près au niveau des podestats. La piève compte 600 habitants et déjà a subi 3 attaques par l'Empire ottoman, par les Turcs, par les attaques barbaresques en 1545, 1549 et 1551. En même temps, Sartène est un petit village, mais a bénéficié quand même de construction, souvent payées avec les impôts des Corses, hein, très clairement. Les Génois, ils n'étaient pas forcément enclins à financer l'ensemble de l'enceinte, l'ensemble des fortifications, et donc ils levaient l'impôt, justement pour demander pour une contribution corse sur la création des enceintes. Et donc il y a déjà une enceinte qui est faite au XVIe siècle dans le village de Sartène. Mais Sartène, lors effectivement de la guerre civile avec l'Empire corse, prend plutôt le parti de ce dernier, et donc du coup il y a beaucoup de rivalité avec les Génois, et donc l'enceinte de Sartène est largement abîmée. Voilà, toutes les échauguettes, tous les murs, toutes les enceintes, tout le tour de rond sont vraiment très abîmées. Donc en fait il y a une enceinte, mais elle n'est pas très protectrice. Voilà donc la Corse au XVIe siècle, voilà Sartène au XVIe siècle. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'évoquer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Comme ça, on a une vision globale de ce qui se passe vraiment des 2 côtés de la Méditerranée. Alors, le côté de la Méditerranée, évidemment, vous le savez, c'est le pouvoir, hein, c'est la mainmise de l'Empire ottoman, dont évidemment la capitale est Constantinople. Et vous voyez sur la carte, on le voit bien, elle dépasse la Turquie, hein, puisque vous voyez qu'il y a tout le Maghreb, il y a notamment aussi l'Égypte, il y a un peu l'Arabie, il y a tout le Moyen-Orient. Oui, et puis évidemment, il y a aussi l'Europe de l'Est. Donc on a vraiment l'Empire ottoman qui est très important, la sublime porte, hein, c'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça, et avec notamment une figure emblématique, et seulement le premier magnifique, qui arrive à fédérer des populations, des ethnies, des religions, des types, etc., différents, pour en faire vraiment un pouvoir central. Alors en même temps, il y a quand même une volonté centralisée de Constantinople d'envoyer partout dans les villes des émissaires turcs, et des janissaires qui sont des soldats turcs, pour faire en sorte vraiment qu'il y ait un pouvoir central et centralisé par Constantinople. On va regarder un petit peu ce qui se passe à Alger. Vous avez vu qu'évidemment sur la carte avant, Alger fait partie notamment de l'Empire ottoman, et Alger est une ville un peu particulière, parce que vous allez voir dans le roman, elle a toute son importance. Au début, Alger est connu surtout par une figure emblématique que vous connaissez tous, qui s'appelle Barberousse, hein, qui fait partie ils étaient 3 frères, mais c'est particulièrement lui qui a retenu notre attention, qui est quelqu'un qui rapidement a compris qu'il a intérêt effectivement d'avoir une forme d'alliance
avec l'Empire ottoman. Et donc c'est l'homme fort de Alger pendant des années et des années. On va dire c'est lui qui va commencer à constituer le royaume d'Alger, c'est lui qui va constituer aussi une forme d'indépendance d'Alger à l'intérieur de l'Empire ottoman. Voilà. Et donc il a des troupes, il a des janissaires à sa disposition, il y a des volontaires qui permettent effectivement à la fois de fortifier la ville, à la fois de chasser les derniers Espagnols d'Alger, pour vraiment en faire, on va dire, une des premières villes forteresses de l'Empire ottoman. Alors, on parle de la régence d'Alger, pourquoi? Parce qu'effectivement, Alger est donc sous la domination de Constantinople, du sultan, mais on parle d'une régence parce qu'il y a une forme d'autonomie quand même, et évidemment le roi, on va dire celui qui a le pouvoir à Alger, on appelle ça souvent le roi d'Alger, même si en réalité il n'est pas vraiment le roi de l'Alger. Alger, au temps de la régence, c'est-à-dire aux alentours du XVIe siècle, compte 130 000 habitants. Donc vous voyez, c'est une ville vraiment très très grande, très importante. Et on retrouve toutes les ethnies, des Arabes, des Kabyles, des Maures, des Turcs, des Juifs. Les Maures, c'est ceux qui sont venus d'Espagne, chassés en 1492, donc on retrouve beaucoup de Maures. Beaucoup de Turcs évidemment aussi, des Juifs. Il y a vraiment un quartier juif à Alger. Évidemment, et après toutes les communautés du Maghreb. Évidemment, on ne trouve pas de chrétiens, les seuls chrétiens c'était les Espagnols qui ont été chassés quelques années avant. Le chef d'Alger, c'est à la fois le roi d'Alger, mais on appelle ça précisément le Bel-Lerbe. Voilà. Donc il se dit le roi d'Alger. Là, au XVIe siècle, une figure emblématique, c'est le roi Hassan Veneziano. Alors vous voyez, son nom, il interroge quand même Hassan Veneziano. Tiens, Veneziano, est-ce qu'il y a un rapport avec Venise? Oui, oui, en fait, parce que c'est effectivement un personnage qui a été enlevé par des Turcs de Venise. Voilà, et donc il a été enlevé jeune et il a été évidemment esclave pendant des années sur les galères, puis ensuite militaire de force. Et donc c'est pour ça qu'il a gardé ce nom-là, Hassan Veneziano. Et donc il s'est aussi converti à l'islam, comme beaucoup de prisonniers à l'époque, comme beaucoup de personnes qui étaient enlevées. Il y avait une nécessité de se convertir à l'islam, sinon on mourait, ou sinon effectivement on avait des conditions de vie qui étaient très difficiles. Hassan Veneziano est donc par le pouvoir berdélé à Alger, et évidemment il a un pouvoir très autoritaire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui évidemment aujourd'hui a tous les vices. Alors on pourrait le comparer avec d'autres dirigeants internationaux, mais je ne ferai pas de comparaison. Mais très clairement, il a de l'impôt tout le temps, il est sadique, il est vorace, il a vraiment un pouvoir dictatorial. Vraiment, c'est vraiment, on va dire, le mercenaire dans toute sa splendeur, et évidemment, tout pour son intérêt financier. Il n'y a pas forcément plus de grands intérêts religieux, puisque lui s'est converti un peu par obligation, et donc oui, il se dit de la religion de l'islam, mais en fait, en réalité, c'est plutôt ses intérêts personnels qui sont importants. Il habite le palais de la Djeylina, qui existe encore aujourd'hui à Alger, c'est ainsi qu'il est allé. Et puis donc, il règne sur une ville avec à la fois le djak, qui est en fait l'ensemble du dispositif des janissaires, des militaires turcs, et puis à la fois des raïs. Les raïs, vous savez, c'est ces capitaines de bateaux qui évidemment lèvent des esclaves pour aller avec les galères, pour aller attaquer des îles, pour aller attaquer le littoral de Méditerranée. Voilà. Et donc Hassan Veneziano, c'est vraiment l'homme fort à ce moment-là d'Alger, et donc il est difficile de vivre dans ces conditions quand on est évidemment esclave ou chrétien. Alors, on va parler un peu des attaques barbaresques. Vous en avez évidemment entendu parler beaucoup. Dès le XVIe siècle, la Corse et l'ensemble des pays sont victimes de ces attaques. On peut distinguer deux types d'attaques. Les attaques en mer, on appelle ça le corso. Finalement, ça se rappelle un peu les attaques qu'on a pu avoir avec nos corsaires de Bretagne. Et donc là, effectivement, on attaque des bateaux, on les pille, on les fait couler, on essaie de prendre quelques esclaves aussi. Mais sinon, il y a les razzias incessantes qui ont lieu sur le littoral. Voilà, alors, du moment où on est allié ou pas à l'Empire turc. On estime à peu près à 1,5 million d'Européens capturés sur plusieurs siècles. Donc on n'a pas forcément trop l'habitude de parler effectivement de ces esclaves-là. On parle souvent des esclaves qui ont lieu un peu plus tard, au XVIIIe, XIXe siècle, avec l'Afrique, mais pas forcément des esclaves blancs, et pourtant c'est une vraie réalité. Il y a eu quasiment 1,5 million, alors on n'a pas pu compter plus précisément, mais on imagine à peu près ça, dont 10 000 Corses. Alors vous imaginez, la population de Corse à l'époque, au XVIe siècle, était quand même pas de plusieurs milliers, donc on peut dire qu'il y a peut-être 40% de la population de Corse qui s'est fait enlever. Donc c'était des attaques incessantes. Alors d'ailleurs, je me suis amusé pour aujourd'hui essayer de retrouver un peu les attaques. On voit que les attaques barbaresques finalement concernent à peu près tout le sud de l'Europe, avec la Méditerranée, mais pas que, puisqu'on a aussi des attaques en Islande.
On a aussi des attaques en Irlande, aussi en Angleterre. Alors souvent auprès du littoral, parce que bon, c'est quand même plus simple d'attaquer le littoral qui est moins bien défendu. On n'a pas trop envie de s'aventurer à l'intérieur des terres. Mais vous voyez que finalement, toutes les côtes ont été littéralement attaquées, assiégées par ces attaques barbaresques. Et vous voyez effectivement le nombre d'esclaves européens sur les tranches de date. Alors par exemple, quelques